Chunk 1. Bill Murray ne l'a jamais vraiment vu venir. La version de Chevy Chase pour lui était bien plus profonde que quiconque ne l'imaginait. Et maintenant, après toutes ces années, nous découvrons enfin pourquoi. Tout a commencé par une dispute désagréable coulisses de Saturday Night Live. On parle d'un moment si intense que les personnes présentes se souviennent encore comme si c'était hier. Certains disent que la dispute était si grave que d'autres comédiens ont littéralement quitté la pièce juste pour éviter de se retrouver pris entre deux feux. Et pour Bill, ce fut le début d'une querelle qui allait durer près de 45 ans. Voici la partie que la plupart des gens ignorent. Il ne s'agissait pas d'une blague qui a mal tourné ou d'une rivalité bon enfant. C'était personnel, très personnel. Les personnes qui ont été témoins de la scène décrivent encore la tension comme si c'était une chose physique dans l'air. Un membre de l'équipe l'a même comparé à un match de gladiateurs. Sauf que dans celui-ci, on avait l'impression qu'une seule personne se battait réellement. Et les choses que Chevy aurait dites ont vraiment blessé profondément. Famille, carrière, insécurité, des choses dont on ne se remet pas facilement. Au fil des ans, cette animosité ne s'est pas estompée. Elle a persisté, influençant discrètement les embauches, les invitations à certains événements, et même les personnes qui pouvaient se présenter à une œuvre caritative sans que les choses ne deviennent gênantes. Alors, pourquoi Chevy Chase a-t-il gardé cette rancune si longtemps? Qu'est-ce qui a fait de Bill Murray la cible? Et qu'est-ce que cela révèle sur ce qui se passe réellement dans les coulisses de la comédie? Parce que voici la vérité. Malgré tous les rires et le plaisir que nous voyons sur scène, certaines rancunes ne disparaissent pas. Alors, qui était Chevy Chase avant la haine? Chevy Chase n'est pas né dans la comédie, il est né dans le privilège et le chaos. Son vrai nom est Cornelius Crane Chase, un clin d'œil à son riche beau-père, issu de l'empire Crane Plumbing. Il est né le 8 octobre 1953 dans le Lower Manhattan et a passé ses premières années à Woodstock, dans l'État de New York. Sur le papier, cela ressemble au début d'une vie enchantée. Chunk 2. Son père était un rédacteur-chef diplômé de Princeton. Sa mère, une pianiste de concert. Et l'arbre généalogique était rempli d'artistes, d'officiers militaires et même de chanteurs d'opéra. Mais derrière le brillant curriculum vitae familial se cachait une réalité beaucoup plus sombre. Les parents de Chevy se sont séparés alors qu'ils n'avaient que 4 ans et se sont tous deux remariés dans des familles tout aussi importantes. L'argent était là, mais pas la stabilité. Dans des interviews ultérieures, Chevy a affirmé avoir subi des violences physiques et émotionnelles de la part de sa mère et de son beau-père. Des punitions si extrêmes qu'elles allaient des gifles au milieu de la nuit à l'enfermement dans des placards ou même une cave pendant des jours. Il a décrit avoir vécu dans une peur mortelle étant enfant. L'école n'était pas non plus un refuge. Il a fréquenté plusieurs écoles privées d'élite, se faisant expulser de plus d'une avant d'obtenir finalement son diplôme de major de promotion de la Stockbridge School dans le Massachusetts. Même à cette époque, Chevy était connu pour son humour mordant et un côté parfois méchant. Il avait un don pour le slapstick, savait jouer de la batterie et avait un talent pour faire des farces ridicules, comme la rumeur infâme d'avoir gardé une vache dans sa chambre d'étudiant, ce qu'il a affirmé plus tard être vrai. Au moment où il a terminé ses études universitaires à Bard avec un diplôme d'anglais, le chemin de Chevy ne pointait pas vers la médecine ou l'armée. Il a complètement esquivé la conscription avec une affirmation douteuse sur ses tendances. Au lieu de cela, il s'est tourné vers la musique et la scène, jouant de la batterie dans un groupe avec les futurs fondateurs de Steely Dan avant de se lancer dans la comédie. Le chemin de Chevy Chase vers la célébrité a commencé dans les endroits les plus inattendus. 1967, il a cofondé un petit ensemble de comédie underground appelé Channel One. Ce n'était pas glamour, mais cela lui a donné un espace pour expérimenter le genre d'humour mordant et décalé
qui allait bientôt devenir sa signature. 1975, il faisait partie de quelque chose de bien plus grand, la toute première saison de Saturday Night Live. Il est rapidement devenu la star de l'émission, présentant Weekend Update avec un style impassible et un sourire narquois qui le rendait impossible à ignorer. Il était charmant, vif d'esprit et, selon les personnes interrogées, un peu trop sûr de lui. Hollywood a rapidement frappé à sa porte. Chevy a rapidement été la tête d'affiche de comédies à succès, comme Le Golf Folie, Fletch aux trousses et Bonjour les vacances. Il était une valeur sûre au box-office, le genre de gars que les studios adoraient. Mais son succès s'est également accompagné d'une réputation. Coulisses, certaines personnes le trouvaient difficile à vivre. Son sarcasme se transformait parfois quelque chose de plus acerbe. Malgré tout, pendant un certain temps, Chevy ne pouvait pas faire de mal aux yeux du public. Pendant ce temps, l'ascension de Bill Murray n'aurait pas pu être plus différente. Chunk III. Né dans une banlieue de Chicago et l'un des 9 enfants, Bill n'a pas suivi un chemin tout tracé vers la célébrité. Il a été expulsé de l'université Regis après seulement 1 an. Et sa première grande chance est survenue presque par accident lorsqu'il a rejoint le National Lampoon Radio Hour aux côtés d'autres poids lourds de la comédie. Comme Chevy, Bill a finalement trouvé sa voie vers Saturday Night Live, mais pas lors de la même saison. Bill a rejoint l'émission 1967, prenant la relève après le départ de Chevy. Son style était moins poli, plus imprévisible et parfois complètement brut. Il excellait dans l'improvisation, celle qui pouvait rendre une scène maladroite. Cette spontanéité s'est parfaitement traduite à l'écran, et il a rapidement joué dans des classiques comme Arrête de ramer, T'es sur le sable, Le striptease géant et SOS fantôme. Les 2 hommes étaient des puissances de la comédie, mais ils venaient des extrémités opposées du spectre comique. Chevy avait le débit propre et calculé de quelqu'un qui savait exactement comment placer une chute. Bill avait l'énergie folle et instantanée de quelqu'un qui pourrait simplement jeter le scénario par la fenêtre si ça lui semblait juste. Ce n'était pas seulement une différence de style de jeu, c'était une différence de personnalité. Chevy pouvait être cinglant. Bill pouvait être conflictuel. Et lorsque 2 personnalités fortes comme celle-ci se croisent, il y a généralement plus qu'une simple tension créative dans l'air. Bien avant leur dispute éventuelle, les graines de cet affrontement étaient déjà semées. Mais connaissez-vous la partie folle? Bill Murray ne faisait pas partie de la distribution originale de SNL. Alors que la première distribution entrait dans l'histoire et faisait rire le pays, Murray était sur la touche à regarder tout se passer sans lui. Imaginez vouloir quelque chose si fort et être assis là pendant que quelqu'un d'autre vit votre rêve. Ses amis disent que ça le rongeait. Il était jaloux, ambitieux et convaincu qu'il pouvait faire mieux. Apparemment, il passait des heures à étudier chaque sketch, prenant des notes comme s'il se préparait à une guerre secrète de la comédie. Il notait qui était doué pour quoi, qui était faible, presque comme s'il élaborait un plan de jeu pour une équipe dont il ne faisait même pas partie. Puis, sorti de nulle part, novembre 1976, Chevy Chase, le Golden Boy de SNL, a démissionné, partant faire des films, saisir de plus grandes opportunités et échapper aux limites de la télévision. Pour Murray, c'était la chance qui l'attendait. Mais il y avait un piège. Il n'allait pas simplement rejoindre l'émission, il allait remplacer le gars. Chunk IV, le gars qui était fondamentalement Weekend Update, et les gens ne déroulaient pas vraiment le tapis rouge à beaucoup de la distribution. Murray était l'étranger qui arrivait pour remplir des chaussures impossibles. La pression était certainement folle. Soit maintenir la magie de Chase V, soit risquer de faire couler l'émission. Et pour rendre les choses plus difficiles, il devait suivre la formule exacte de Chase. Le même bureau, le même style de blague, le même débit. Murray n'a pas reculé cependant. Il s'est investi à fond, créant des personnages originaux comme Nick Ocean, le chanteur de lounge,
et apportant une version plus agacée et mordante du présentateur de Weekend Update. Mais même avec les rires et le succès, quelque chose mijotait dessous, une rancune silencieuse envers l'homme dont il ne pouvait jamais tout à fait sortir de l'ombre. Chevy était lisse, charmant, le gars qui donnait l'impression que c'était facile, Murray. Il est arrivé plus acerbe, plus nerveux et beaucoup plus disposé à mettre le public mal à l'aise. Lorsque le changement de casting a eu lieu, les critiques n'ont pas été tendres. Un critique de télévision l'a soi-disant dit sans détour. Murray manque du charisme naturel de Chase et semble colère contre le monde, y compris son public. Mais les défis de Murray à l'époque ne se produisaient pas seulement sur scène. Coulisses, sa vie personnelle était, semble-t-il, aussi embrouillée que sa carrière. 1981, il a épousé Margaret Kelly, sa petite amie de l'université. Sur le papier, cela semblait romantique. Une star hollywoodienne et la femme qu'il avait connue avant la célébrité. Réalité, les amis disent que le mariage montrait déjà des signes de tension. L'emploi du temps erratique de Murray, sa célébrité fulgurante et une distance émotionnelle croissante les éloignaient discrètement l'un de l'autre. Margaret, disait-on, trouvait déconcertant que Bill se glisse souvent dans des personnages, même lorsque les caméras ne tournaient pas. Certains jours, elle ne pouvait pas dire si elle parlait à son mari ou à l'un de ses alter-ego soigneusement construits. Le premier fils du couple, Homer, est né 1982. Pour la plupart des gens, la paternité adoucit les angles. Pour Murray, cela aurait fait le contraire. Des collègues ont remarqué qu'il semblait encore plus instable, sujet à des changements d'humeur soudains qui allaient devenir sa marque de fabrique. Les membres de la distribution ont appris à le lire comme les marins lisent le ciel avant une tempête, guettant les petits signes qui indiquaient si le Bill du jour serait un collaborateur ou une boule de démolition. Un scénariste de SNL a même tenu un journal privé enregistrant les schémas de Murray. Ces notes dressaient le portrait d'un homme divisé deux. Chunk 5. Une partie ambition pure, une partie doute de soi, écrasant. Un jour, il serait un pur génie, le lendemain un pur chaos, laissant tout le monde sur les nerfs quant à savoir quel Murray franchirait les portes du studio. Au début des années 1980, Bill Murray s'était imposé comme la force la plus imprévisible de la distribution de SNL. Et il ne s'agissait pas simplement d'un cas de tempérament artistique. Selon ceux qui le connaissaient, c'était la retombée visible de quelque chose de plus profond. De vieilles blessures d'enfance, la pression de remplacer une star bien aimée et une relation compliquée et malaisée avec son propre succès. Tout cela tourbillonnait pour créer ce que certains décrivaient comme une tempête parfaite de colère non résolue. L'ancien scénariste de SNL, Tom Davis, l'a résumé une phrase cinglante. Bill était comme avoir une grenade dégoupillée dans la distribution. On ne savait jamais quand il allait exploser, mais on savait aussi que quand il le ferait, ce serait spectaculaire. Davis n'avait peut-être pas réalisé à quel point la métaphore était appropriée, car la volatilité de Murray était sur le point de trouver la cible parfaite. Au cours de ses années à SNL, il est devenu célèbre pour avoir repoussé les limites d'une manière qui pouvait laisser ses collègues désemparés. Il s'est heurté à des scénaristes qui modifiaient ses sketchs, à des producteurs qui remettaient en question son intuition et à des camarades de distribution qui lui volaient accidentellement un moment. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Murray parvenait toujours à désamorcer la tension. Avec le juste mélange d'esprit et de charme, il laissait les gens se demander s'ils venaient d'être insultés ou flattés. C'était son schéma, et beaucoup pensaient que c'était délibéré. Pousser jusqu'à ce que la tension soit presque rompue, puis revenir arrière juste assez pour échapper à de graves réactions négatives. C'était une danse qu'il pratiquait depuis son enfance, utilisant l'humour à la fois comme un bouclier et une arme, naviguant sur la fine ligne entre l'agression et l'acceptation.
Mais il y avait une frontière invisible qu'il n'avait jamais osé franchir. La hiérarchie sacrée de la comédie, où certaines figures étaient considérées comme intouchables. Il y avait un nom qui, pour Bill Murray, semblait représenter tout ce qu'il admirait et détestait dans le monde du spectacle. Cette personne évoluait dans le monde, avec une aisance qui découlait d'une éducation imprégnée de privilèges. Un charisme naturel qui faisait que le succès ressemblait à un accident plutôt qu'à une bataille. C'était l'exact opposé du propre chemin de Murray, où chaque centimètre avant ressemblait à un combat. Et ce contraste était de l'essence sur le feu silencieux qui brûlait déjà lui. Murray avait le talent, la motivation et cette énergie dangereuse et latente qui pouvait basculer du charmant au combustible un clin d'œil. Tout ce dont il avait besoin, c'était l'étincelle. Février 1978, cette étincelle était sur le point de revenir directement au studio Huitard, ignorant complètement que la pièce dans laquelle il entrait était câblée comme un champ de mines émotionnelles. Ce que Murray ne pouvait absolument pas savoir, c'est que cette rencontre allait le dépouiller d'une partie de lui-même qu'il avait cachée depuis son enfance. Le masque qu'il portait depuis des années était sur le point de tomber. Et quand il tomberait, les retombées dépasseraient le divertissement pour devenir quelque chose qui ressemblerait davantage à une guerre psychologique. Chunk 6. Derrière le sourire sardonique de Murray, le nom brûlait d'une encre vive et empoisonnée. Chevy Chase. Le 18 février 1978, Chase est revenu à Saturday Night Live tant qu'animateur invité, s'attendant au genre de réception réservé à un héros conquérant revenant revendiquer son trône. Mais au lieu d'acclamation, il entrait sur un champ de bataille, et Murray se préparait à ce moment silence depuis des mois. Chaque affront oublié, chaque vieille insulte avait été cataloguée et rangée, prête à être utilisée comme des munitions. Les premiers signes étaient subtils. Lors de la réunion de production du mercredi, les gens ont remarqué que la mâchoire de Murray se serrait chaque fois que le nom de Chase était mentionné. Lors de la lecture de table du jeudi, la tension était si forte que l'air lui-même semblait bourdonner. Les vétérans de la pièce le sentaient se déplacer inconfortablement sur leur siège. Chase, quant à lui, semblait inconscient. Il a déambulé toute la semaine comme s'il s'agissait d'une tournée de victoires personnelles, laissant tomber des histoires sur sa vie hollywoodienne, nommant nonchalamment les stars de cinéma avec lesquelles il avait travaillé, lançant ce que certains décriraient plus tard comme de petites piques condescendantes sur la différence entre la vraie comédie cinématographique et le sketch télévisé. Chaque mot a touché Murray comme un coup, faisant monter la pression au plus profond de lui. Le moment qui a allumé la mèche s'est produit coulisses entre les sketchs. Chase s'est approché de lui avec une familiarité désinvolte, presque moqueuse. Différents témoins se souvenaient différemment de la formulation exacte, mais le ton était toujours le même. « Hé, Billy, tu fais toujours les mêmes vieilles choses que je faisais ?» L'insulte a touché Murray comme une allumette sur de l'essence. Il s'est figé, pas sous le choc, mais dans l'immobilité d'un prédateur sur le point de frapper. Puis, avec un calme qui était bien plus dangereux que des cris, il s'est levé de sa chaise, a fixé ses yeux sur Chase et a commencé. « Pourquoi tu n'irais pas te faire foutre, Chevy? Tu n'es pas drôle. Tu n'es qu'un talent moyen qui a eu la chance de grimper au sommet s'appuyant sur l'écriture des autres. Ce n'était que le début. » Chase a cligné des yeux, pris au dépourvu, puis a essayé de riposter. Ses mots ont visé l'apparence de Murray, son origine et sa place dans SNL. Il l'a traité de version pauvre de moi et a affirmé que les cotes d'écoute de l'émission avaient souffert depuis que Murray avait repris Weekend Update. Si ces mots étaient censés blesser, ils l'ont fait, mais ils ont également ouvert la porte à quelque chose de plus sombre. Murray a visé les points sensibles. Il a évoqué l'éducation privilégiée de Chase, les rumeurs sur sa consommation de drogue et sa réputation d'être un cauchemar à vivre sur le plateau. Chunk 7.
Les mots étaient si acerbes, si personnels, que les personnes présentes ont reculé comme si elles avaient peur d'être prises dans l'explosion. La confiance de Chase a commencé à vaciller. Puis, dans ce qui ressemblait à une tentative désespérée de reprendre le contrôle, Chase a dit quelque chose sur la vie personnelle de Murray. Quelque chose de si blessant que même des décennies plus tard, Murray ne le répéterait jamais publiquement. Quoi que ce soit, ça a touché instantanément. Le genre de coup dont on ne peut pas rire. La réponse de Murray est venue comme un coup au cœur. Talent moyen. Au moins, je ne suis pas un has-been qui revient ici pour se faire valider. Tu es parti parce que tu pensais que tu étais trop bien pour nous. Et maintenant, tu es de retour parce que Hollywood a compris ce que nous savions déjà. Tu n'as pas l'étoffe d'un acteur principal. Le silence est tombé sur la pièce. Pas de rire, pas de murmure, juste le silence soudain et lourd d'un moment que tout le monde savait qu'il se souviendrait pour le reste de sa carrière. Même les vieux professionnels de la pièce, ceux qui avaient tout vu, pouvaient dire que ce n'était pas une dispute de coulisses ordinaire. C'étaient deux poids lourds de la comédie, chacun armé de l'arme la plus acérée qu'il possédait. La capacité de vous frapper exactement là où ça fait mal et de continuer à appuyer jusqu'à ce que vous craquiez. Et Bill Murray, il n'avait pas fini. Des témoins disent qu'il a frappé avec une précision presque chirurgicale, coupant profondément avec sa prochaine phrase. « Tu sais quelle est la différence entre nous, Chevy ?» Il aurait dit « Quand je me plante, je deviens plus drôle. Quand tu te plantes, tu ne fais que vieillir. » Celle-là a fait mal. Puis est devenu l'incident numéro 4, le moment où les choses ont dégénéré physiquement. Les détails sont flous, mais tout le monde se souvient d'une chose effrayante. Le son. Certains disent que Murray a donné le premier coup de poing. D'autres jurent que Chevy a attrapé le t-shirt de Murray premier. Mais tous s'accordent à dire qu'il y a eu un bruit sourd et répugnant lorsque deux hommes adultes se sont écrasés sur une table d'accessoires remplie de matériel de Weekend Update. C'était terminé quelques secondes, mais ces secondes étaient chargées d'années de ressentiments refoulés, de jalousie et de rancune professionnelle. Un membre de l'équipe a dit plus tard que c'était comme regarder deux géants de la comédie essayer de s'arracher l'un l'autre à main nue. Chunk 8. La sécurité a sauté presque immédiatement, mais pas avant que les deux hommes ne repartent avec des cicatrices de bataille. Chevy, avec une lèvre fendue. Murray, avec des égratignures sur le visage. Les vrais dégâts, cependant, étaient beaucoup plus profonds. Ce n'était pas juste une bagarre. C'étaient des décennies de guerre psychologique qui ont finalement éclaté. L'endroit était un chaos, tout le monde se précipitant pour sauver une émission de télévision directe de devenir l'accident de train le plus public de la comédie. Lorne Michaels aurait poussé les deux hommes dans des loges séparées pendant qu'ils cherchaient comment empêcher l'épisode d'imploser. Chevy a menacé de partir. Murray arpentait la pièce comme un animal cage, toujours furieux de la pique personnelle que Chevy avait faite plus tôt. Mais voici la partie qui prouve à quel point ils étaient tous les deux exaspérément professionnels. Quand l'heure du spectacle est arrivée, ils sont montés sur scène comme si de rien n'était. Ils ont réussi leur sketch, ont souri à la caméra et n'ont donné aucun indice qu'ils avaient essayé de s'arracher la tête quelques heures auparavant. Pour le public, ce n'était que des rires. Pour ceux qui connaissaient la vérité, la tension était toujours palpable dans l'air. Pendant les bons soirs finaux, lorsque toute la distribution se réunit habituellement dans une chaleureuse démonstration d'unité, Murray et Chevy se sont tenus aussi loin que possible l'un de l'autre. Leurs sourires n'ont jamais atteint leurs yeux. À un moment donné, leurs regards se sont croisés accidentellement, et des témoins jurent que le regard qui a passé entre eux était du pur venin. L'épisode a été diffusé et a obtenu d'énormes cotes d'écoute, l'une des plus importantes de la saison. Mais à l'intérieur du studio 8 les personnes qui étaient là ce soir-là savaient qu'elles venaient d'être témoins de quelque chose qui planerait sur Saturday Night Live pendant des années.
une blessure qu'aucune quantité de rire ne pourrait vraiment guérir. Tout a commencé comme deux gars qui ne s'entendaient pas. Mais à un moment donné, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Presque comme si le monde de la comédie lui-même avait été divisé qu'en rivaux. Les gens ont choisi leur camp, et ces lignes invisibles sont toujours là aujourd'hui. Et bien que tout le monde pointe cette nuit de 1968 comme l'étincelle, la mauvaise humeur ne s'est pas estompée avec le temps. Elle a continué à trouver des moyens de se répandre dans le monde des affaires pendant des décennies. Il existe des histoires sur chaque homme refusant des emplois dès qu'il apprenait que l'autre était impliqué, ce qui signifiait des projets perdus, des réunions de casting maladroites et une traînée de moments presque arrivés, s'étendant jusqu'aux années 80 et au-delà. Une histoire de 1988 dresse parfaitement le tableau. Un énorme gala de bienfaisance comique. Chunk 9. Les deux noms figuraient sur la liste. Murray arrive tôt. On apprend que Chase doit également se produire et passe apparemment 20 minutes au téléphone avec son agent, disant que soit il y va, soit j'y vais. Les organisateurs ont dû se démener pour les placer dans des segments distincts afin d'éviter une nouvelle explosion. C'est devenu si grave que les gens du secteur ont élaboré une règle non écrite. Ne jamais les mettre dans la même pièce, le même projet ou même la même conversation si vous pouvez l'éviter. Mais avant tout cela, Chevy Chase était déjà une royauté de la comédie, et il le savait. C'est peut-être là la vraie tragédie. Deux puissances comiques qui auraient pu faire de la magie ensemble ont passé des décennies comme des fantômes dans les mondes de l'autre, les instincts mêmes qui les rendaient brillants. La capacité de lire les gens, de repérer les faiblesses, de placer la chute, les rendait également dangereux l'un pour l'autre. Bien sûr, Murray a laissé entendre qu'il pourrait peut-être arranger les choses, mais un sourcil levé de sa part dit le contraire. Chase, lui, continue à lancer de petites piques dans les interviews. Alors, le « et si » persiste. Et s'ils avaient enterré la hache de guerre? Et si, au lieu de laisser l'ego gagner, ils avaient donné au monde davantage de leur génie combiné? Nous ne le saurons jamais. Et c'est peut-être là la leçon à retenir. Le talent sans humilité peut devenir toxique. Le succès sans grâce peut vous laisser seul au sommet. Même les personnes les plus drôles du monde ne sont pas toujours capables de rire d'elles-mêmes. Alors, de quel côté êtes-vous? Équipe Murray, l'outsider qui s'est battu pour atteindre le sommet, ou équipe Chase, le prodige privilégié qui se sentait toujours comme un étranger? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous pensez que cette querelle était désordonnée, attendez la vidéo de demain. Croyez-moi, vous ne la verrez pas venir.